La tension monte entre les pilotes McLaren. La relation entre Oscar Piastri et Lando Norris semble au bord de la rupture après leur accrochage lors du Grand Prix de Singapour. Le sacre de l'écurie McLaren, championne du monde pour la seconde année d'affilée, marque-t-elle la fin des Papaya Rules? Tous les coups sont-ils désormais permis entre les deux prétendants au titre pilote? La victoire brillante de George Russell et le regain de forme de Mercedes à Marina Bay vont-ils favoriser l'un des deux pilotes? Et Max Verstappen, dans tout ça, peut-il profiter de la lutte interne chez McLaren pour revenir dans la course? Débat. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour On refait la F1, votre émission hebdomadaire sur l'actualité de la Formule 1. Désormais, vous le savez, chaque lundi. Merci infiniment pour votre fidélité. Vous étiez très nombreux la semaine dernière à suivre On refait la F1 sur le thème de l'écurie Williams, qui est de retour. Allez voir cet épisode. En tout cas, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube et à liker la vidéo, s'il vous plaît. Je vous rappelle que nous sommes également disponibles sur Apple Podcast en version audio, Spotify et Deezer, avec comme fanat du paddock cette semaine en duplex le team principal de cette émission, ancien patron de l'écurie McLaren, désormais champion du monde cette semaine, Mister Eric Bouillet. Salut Eric. Salut Olivier, et puis merci d'avoir mis une vraie McLaren Honda cette fois-ci. Voilà. Oui, bravo à l'équipe d'Electric Dreams pour cette magnifique McLaren. Son écurie de cœur, vous le savez, c'est Mercedes. Et il est à la fête cette semaine avec la victoire de Russell. Laurent Portanage, salut Laurent. Bonjour tout le monde. Très content. On va en parler. Très mécontent. On va en parler. Il n'a deux yeux que pour l'écurie alpine, autant dire que ses yeux pleurent de plus en plus, mais il ne peut même pas se consoler cette semaine avec les pilotes tricolores. Guillaume Pommier, salut Guillaume. Olivier, j'ai même pas des squeeze d'un côté de moi cette semaine pour me consoler. C'est pour ça que tu pleures. Par contre, je viens en soutien de nos amis Tifosi avec cette belle casquette rouge parce que eux aussi, comme moi, ils ont besoin de sécher leurs larmes. Alors regarde, ils sont en noir, ils sont en deuil, ils n'affichent plus de rouge flamboyant, nos Tifosi. On commence par Alain Diduca alias Donc Camille et Fabrice Marcella alias Pépone. Salut messieurs. Salut Olivier. Salut Olivier. Et quant à moi, je suis, vous savez, comme chaque semaine, un vendu et demeure un supporter de Fernando Alonso. Je suis un Alondista. Ça se voit. Et chaque semaine, j'essaie de m'habiller des couleurs du vainqueur. Et cette semaine, c'est Mercedes. Allez, un mot au sujet du sponsor de notre émission. Il s'agit bien sûr de Winamax. Le site de paris en ligne Winamax offre à tous les nouveaux joueurs 2 bonus exceptionnels de bienvenue pour parier. Alors, pour découvrir vos avantages, c'est très simple. Rendez-vous en fin d'émission dans la rubrique pronostic ou encore tout en dessous, là, dans la description de la vidéo. Je vous rappelle que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs et je vous rappelle également que c'est un jeu et qu'il ne permet pas de s'enrichir, qu'il n'est pas une alternative au travail. En tout cas, un grand merci à Winamax de nous soutenir. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Radio check. Radio check. Loud and clear. Et en préambule, on s'intéresse au Grand Prix de Singapour à un petit debriefing avec vos tops et vos flops. Avant d'entamer vos tops et vos flops, retour sur le classement de ce Grand Prix de Singapour avec un Russell impérial cette semaine. Victoire donc de George Russell sur sa Mercedes devant Max Verstappen sur Red Bull. Lando Norris sur McLaren prend la 3e place devant son coéquipier et le leader du championnat Oscar Piastri 4e. Le rookie va mieux, Kimi Antonelli est 5e sur la seconde Mercedes. Les Ferrari de Charles Leclerc et Lewis Hamilton suivent, mais il vient juste d'être déclassé. Lewis Hamilton il est 8e, Charles Leclerc est 6e. Le doyen des pilotes Fernando Alonso prend la 7e place. Oliver Berman sur sa c'est 9e, Carlos Sainz est 10e sur sa Williams. Le premier français c'est Isaac Hadjar est 11e. Esteban Ocon sur ça, c'est 18e, suivi de Pierre Gasly, 19e sur son Alpine. On enchaîne avec vos tops et vos flops et on commence par Eric. Écoute, alors moi, mon top c'est Mercedes, évidemment. Enfin, c'est Russell, exactement. Parce que week-end parfait sur un circuit que l'on connaît difficile. On l'a vu prendre des risques, vraiment rouler à la limite. En qualif, en tout cas, il avait frôlé, voire même, comme on dit, embrasser les murs. Et faire ça dans une situation où il est en train de renégocier son contrat, il est même quasi en conflit, on va dire, avec Toto Wolff. Je dis chapeau. Ça montre que le mec quand même, il a une tête bien faite. Il gère bien la pression. Il a trouvé sa place, qui n'était pas évident quand même. C'est quelqu'un qui est quand même très
très anglais, on va dire très bien éduqué, très gentleman. On l'aime, on l'aime pas, mais il a quand même grandi dans l'ombre de Lewis et il a su prendre avec toute cette, on va dire cette Antonelli mania autour de lui. Il a su prendre la place de leader de l'écurie Mercedes et il la tient bien. Et malgré ça, on veut pas lui signer un contrat décent et il tient tête. Il a les corones de tenir tête. Et voilà, et là il a été impérial ce week-end, là je dis chapeau quand même, là on a un grand bonhomme quand même. Tu peux nous rappeler un petit peu les raisons de ce différend entre l'écurie Mercedes, Toto et Russell? Ils veulent un contrat court, c'est ça? On peut penser qu'ils veulent laisser la porte ouverte à d'autres pilotes, c'est ça? Bah, il y a eu toute la saga Max Verstappen durant l'été où Toto a ouvertement, et ça m'a même fait surprendre en Sardaigne avec Max en train de discuter. Et puis la F1 aujourd'hui est un tel succès commercial que les salaires de pilotes ont explosé en fait, avec surtout l'arrivée de Cadillac qui donc maintenant a rempli deux baquets supplémentaires. Les salaires des pilotes ont flambé. Les Norris et Piastri sont au-delà de 20 millions. Leclerc est plutôt à 30. Enfin, les prix flambent, quoi. Et donc, Russell, qui lui est, je crois même pas à 15, a demandé à ce que son salaire soit déjà remis au niveau des autres. Et puis voilà, il s'est établi, comme je dis, comme leader de l'écurie Mercedes. C'est pas très sympa de se voir tout l'été dans la presse en étant soi-disant remplacé par Max. Et donc se faire offrir un contrat d'1 an, c'est vrai que c'est pas très sympa. Donc voilà pourquoi il a décidé de se battre pour sa place. Ouais, il subit le même sort qu'avait subi Bottas durant les années Hamilton, où il était renouvelé que d'1 an, d'année en année, jusqu'à finalement Russell lui prenne sa place. C'est également ton top. Il n'est pas à la même place là. Il n'est pas même dans la même situation aujourd'hui. C'est lui le leader de l'équipe, c'est lui qui a ramené tous les points. Donc c'est normal. Et je pense que ça montre justement la solidité du bonhomme. Donc ce serait dommage pour Mercedes de le perdre. Guillaume, c'est également ton top Russell cette semaine. Bah oui, totalement. Moi, je suis aligné avec tout ce qu'a dit Eric. Russell, c'est l'homme du week-end. Il a été stratosphérique en qualification le samedi. Il a battu 2 fois consécutivement le record de la piste en Q3. Et il met toute la concurrence loin derrière en qualif. Puis il a été impérial, vous l'avez dit le dimanche, avec une super course, une belle gestion des pneus, un beau premier relais pour prendre de l'avance, avec la pression de Verstappen, avec les pneus tendres. Je pense que Verstappen a dû gérer ses pneus tendres. Non, mais au départ, il aurait pu passer devant. Alors au départ, il reste devant. Et heureusement, parce que ça aurait été une course différente, parce que c'est tellement compliqué de doubler à Singapour que clairement, il aurait été peut-être moins dans la facilité. Mais il a réussi à prendre le large, il a réussi à bien gérer son avance après. Et puis de manière un peu plus globale, pour reprendre ce qu'a dit Eric, je pense qu'il a un peu sous-coté Russell par le plateau. Il est arrivé chez Mercedes en numéro 2 d'Hamilton et finalement il a été meilleur qu'Hamilton pendant 2-3 saisons en fait, alors qu'il n'était pas attendu avec ce rôle-là. Et il était plus attendu avec un rôle de Bottas, mais finalement il a dépassé en fait cette fonction-là. Et puis Antonelli arrive effectivement en superstar, le successeur d'Hamilton, la nouvelle star. Et puis encore, il est dominé par Russell, qui est juste parfait, qui entraîne l'équipe. Et il a dit lui-même après la course qu'il est prêt à passer à l'étape d'après dans sa carrière, à jouer des titres. Et je pense que Mercedes doit compter sur lui en numéro 1 dans les années à venir. Alain, c'est également ton top, George Russell, cette semaine. Oui, et Dieu sait si je ne suis pas un fan de George, mais je crois que tout a été dit par Eric et par Guillaume. Il a fait un week-end parfait. Il n'y a pas eu la moindre faute. Et quand il s'agissait d'utiliser le mur, c'était vraiment utiliser le mur et pas tomber dessus. Donc, rien à dire. Voilà. Je dirais pas qu'il a survolé le Grand Prix, c'est pas vrai. Mais bon, quand même. Il a été le meilleur, quoi. Point. Enfin, en tout cas, clairement... Un week-end sans faute pour lui, donc bravo, chapeau. Je me tourne vers le fan de Mercedes, à savoir Laurent. Et du mieux également pour Antonelli, 4e, solide. 5e. Pardon. Oui, une bonne course. Mercedes aurait fait des modifications, aurait apporté des choses, donc c'est quand même osé. C'est à 6 grands prix de la fin de tenter encore des choses, ce qui nous ramènera après à Ferrari sur les apports. Mais non, je pense qu'il est... On a eu peur pour Antonelli à un moment donné, quand même. Oui. D'erreurs, mais
On a eu peur pour tout le monde, hein. C'est un Grand Prix. Non, mais on a eu peur qu'il n'arrive pas à passer ce cap. Pour l'instant, il termine les Grands Prix, il ne fait plus d'erreurs, il n'est pas sur le podium, il marque des points importants pour le championnat. Constructeur, on va voir tout à l'heure ça reste sa première saison. Hein. Ouais. Tu vois, si on prend la première saison d'un Max, tu vois, ça reste des saisons un peu brouillonnes, et pourtant tu peux avoir des grands champions. Donc Anthony, pour moi, on va le juger dans tu vois, j'ai presque envie de dire, même pas l'année prochaine, pas l'année d'après, quoi. Et là, on va vraiment voir s'il se révèle, quoi. Le problème, c'est qu'il commence dans un top team, ce qui est quand même assez difficile comme marche à gravir. Eric, comment on peut expliquer justement les performances de Mercedes? Moi, je n'y comprends plus rien. On nous expliquait que les Mercedes n'étaient pas les circuits avec une forte chaleur, ce qui est le cas ce week-end à Singapour, et elles ont survolé la concurrence. Il n'y a pas de magique, on va dire. On dit qu'elles n'aiment pas le show. Oui, alors c'est parce que ça, c'est des paroles journalistiques un peu faciles, on va dire, quand un type de voiture, on va dire, dégrade ses pneus assez violemment. Maintenant, je veux dire, ils ont travaillé aussi sur l'amélioration, sur le cooling. Je suis sûr qu'il y a des améliorations qui ont été apportées, mais c'est plus ce genre de détails, c'est-à-dire le refroidissement, la gestion des pneus. Il n'y a pas de grosses transformations majeures, puisque toutes les équipes travaillent sur le 2026. Je pense que voilà, ils ont juste simplement trouvé la bonne combinaison pour ce week-end, quoi. Très bien. On parle de Laurent d'évolution sensible quand même du côté de Mercedes. C'est des avancées. Ils continuent à développer la voiture alors que d'autres écuries sont totalement tournées vers 2026. Ouais, ils ont ce que je disais, il y a eu quelques apports. Ils ont renoncé à leur suspension arrière, tu vois, sur lequel ils avaient pas mal investi. Ils y croyaient beaucoup. Ils ont conçu un nouvel aileron avant. Alors c'est toujours la même chose, hein. Quand il y a une réflexion sur un nouvel aileron, sur l'aérodynamique, c'est toujours un truc en deux temps. Même si l'an prochain la réglementation elle change, tu apprends toujours, quoi. Donc en fait c'est un système de d'essai-échec, quoi. Et à chaque fois que tu dis mais tiens, là on a eu ce résultat, on a validé, tu sais, c'est toujours en trois temps, hein. En quatre temps. Tu as l'idée de l'ingénieur, tu as la validation en simulation logicielle, tu as la validation en simulation soufflerie, et ensuite tu as le terrain, quoi. Et tu essayes l'idéal, c'est de dire l'idée de l'ingénieur, c'est la même que celle que tu as sur le terrain, et c'est jamais ça, quoi. Donc ouais. Voilà, c'est bien résumé. Laurent, toujours avec toi, quel est ton top cette semaine? Alors pour moi, mon top, c'est une fois n'est pas coutume, hein, je le dis à chaque fois, en fait, c'est ça, parce que j'ai tellement, entre guillemets, critiqué Verstappen par le passé. J'ai trouvé Verstappen, je veux le dire, j'ai trouvé Verstappen, en fait, oui. Verstappen a l'étoffe des champions, tu vois, et en fait, maintenant, il a la validation des champions. C'est-à-dire que tu te rends compte que je repensais à d'anciens champions passés, hein, je vais prendre Hamilton, Vettel... Ancien pour Hamilton? Oui, ce que je veux dire, c'est des gens qui ont gagné. Alonso, sans foirer Alonso, mais même Schumacher, tout ça, c'est des mecs, quand il y avait un gros enjeu, ils poussaient. Là, Norris, c'est pas en prenant 3 points à chaque course qu'il va réussir à en combler 22. Donc s'il y a 3 points de plus à aller chercher, tu dois passer. Je pense que tu inverses le rôle, hein. Tu mets Max derrière, avec une meilleure voiture, parce que la McLaren est meilleure que... Et en fait, tu te rends compte qu'il a regardé derrière, il a essayé. Alors oui, ce circuit est piégeux, très dur pour doubler. J'essaie de comprendre et de traduire ce que tu veux dire. Tu veux dire que tu veux saluer la performance de Max Verstappen. Max, tu le dépasses pas. Malgré le fait qu'il n'est pas la meilleure voiture, il a réussi encore à super performer. Il est arrivé, il s'est fait coller au cul et non, en plus il avait des problèmes, hein, oui, avec les changements, donc, et il a dit il a pas laissé passer, il n'est pas passé. Fabrice, tu voulais réagir à Max Verstappen? Oui, non, mais si j'ai failli le mettre aussi dans mes tops. C'est sûr qu'il est toujours aussi impressionnant. Il a eu quand même une course difficile, voire très difficile. Il a résisté à Norris. Alors peut-être que Norris n'a pas autant attaqué que ça. Peut-être, je sais pas. Et puis il a pris aussi un tour à son coéquipier. Donc non, ça pique, ça. Et ça pique, oui, bien sûr. Et donc voilà, moi, je l'aurais mis en top également si j'avais pas mis mon top sur McLaren. 9e podium, Guillaume, de la saison pour Max. On a vu, il a eu vraiment des problèmes de boîte de vitesse avec son train arrière tout au long du Grand Prix. Il a tout tenté, hein, ce week-end encore. Ils ont pris des risques d'ailleurs, l'équipe Red Bull, avec un départ en pneus. Il a fait un week-end solide et je pense qu'il a la meilleure position par rapport à ce qu'il pouvait espérer à Singapour, Verstappen. Mais là, je trouve un peu dur, Laurent, avec Norris, comme souvent d'ailleurs. Non, mais en fait, je veux dire, c'est très compliqué de doubler à Singapour. T'as beau être
peut-être même 1 seconde plus vite que la voiture qui te précède. T'es dans le dirty air, tu dégrades vite les pneus, il y a peu d'espace. Franchement, les lignes droites sont assez courtes en fait. Et à chaque fois, il y avait le DRS, mais t'as pas le temps, tu vois. L'aspiration, elle marche pas très bien. Et Norris, on t'aurait préféré quoi, tu vois, qu'il fasse un truc sudaire et puis qu'il mette la voiture dans le mur. Et là, c'est fini pour lui totalement, tu vois. C'est peut-être la différence entre... Moi, je pense que justement, Norris, pour le coup, qu'est-ce qu'on doit dire aujourd'hui, c'est qu'il a plutôt été agressif et déterminé au départ. Il a gagné des positions. Certains, d'ailleurs, peut-être vont lui reprocher. Moi, non, parce qu'il était solide. Il a montré qu'il était là. Il a repris encore des points. Juste, il restait 9 courses. Il y a 3 courses et il avait 34 points de retard. Il reste 6 courses. Il en a déjà pris 12. Il a pris 12 points en 3 manches. Tu calcules encore, ça fait 24 et il est à 22 points. Donc il reste 2 fois 12, 6 courses, 24 points, il est champion du monde. À ce rythme-là, il peut passer, tu vois. Donc je pense que c'est plutôt une bonne gestion, il a fait ce qu'il pouvait, et je pense qu'il était peut-être même aussi rapide, voire plus que Russell. Malheureusement, c'est Singapour, tu peux pas doubler. Il a fait un départ très agressif, un très beau départ, enfin il s'est retrouvé devant Piastri... Et il a joué des coudes pour être là. Et donc, on voit bien qu'il a l'étoffe. Je suis partagé là-dessus. Il a l'étoffe d'un champion du monde. C'est clair. Je suis partagé sur ce point. On va en parler dans le prochain chapitre. J'aimerais avoir l'avis d'Eric sur la performance de Max Verstappen. On s'interrogeait depuis quelques Grands Prix si, effectivement, il y avait... c'était un phénomène isolé, les performances de Red Bull. Elles se confirment, la voiture va mieux. Ils ont trouvé quelque chose, apparemment. Et au-delà, le premier argument et la première force de Red Bull, ça reste Max qui a encore survolé la course ce week-end, hormis bien sûr George Russell. Oui, enfin, il est là. Ils ont un fond plat aujourd'hui qui fonctionne, on le sait depuis, je crois, Monza, ou c'était la course d'avant, je sais plus. La voiture maintenant, elle fonctionne sur des circuits typés, on va dire, low downforce, Bakou, Singapour, donc c'était un circuit en ville, donc on voit qu'elle fonctionne aussi, même s'il y a moins de différence, mais elle fonctionne, il est là. En tout cas, il aurait pu être en pole sans être gêné par Norris sur son dernier secteur. Donc, ouais, clairement, la voiture, elle fonctionne maintenant dans toutes les configurations. Et donc, il faut raconter sur Max pour la fin du championnat. Ça risque d'être intéressant. Ouais. Fabrice, ton top cette semaine, c'est pas du côté de Ferrari encore. Non, en fait, j'ai mis McLaren parce que j'aurais aimé mettre Ferrari et que Ferrari suive la même tendance que McLaren depuis 2 ans. Et donc, je voulais saluer la performance de l'écurie McLaren qui a été championne du monde finalement très tôt. Je crois qu'il reste 6 courses, c'est ce que disait Guillaume tout à l'heure. Et puis, l'avantage de ce titre aussitôt, c'est que ça a aussi libéré l'énergie, et en tout cas la tension entre les pilotes pour avoir une vraie concurrence et plus une gestion uniquement d'équipe. Donc, bravo à McLaren qui a été compétitive en plus dès le premier circuit, dès le premier Grand Prix. Je crois qu'elle arrive maintenant, elle est 2e en nombre de titres obtenus après Ferrari. Alors, si Ferrari ne se bouge pas, elle va vite se faire rattraper d'ailleurs. On a encore un petit peu d'avance. Encore un petit peu d'avance, c'est vrai, mais voilà, on parlera tout à l'heure de Ferrari. Donc bravo à McLaren pour ce... Et si je ne me trompe pas, McLaren est encore positionné pour pouvoir peut-être gagner, en tout cas surpasser la performance de Red Bull, je ne sais plus, il y a quelques années, non? En nombre de points, tu veux dire. En nombre de points encaissés, oui. Tout à fait. En tout cas, ils ont dépassé Williams avec 10 titres. Ils étaient à 9 titres à égalité avec Williams jusqu'à cette année. Et vraiment, McLaren surperforme. Oui. Je peux dire un truc. J'ai pas pris McLaren comme flop. J'ai longuement hésité. Et moi, je voulais mettre McLaren dans le flop. Tu vois, donc c'est incroyable. On a un avis, mais complètement opposé, tu vois. Donc, pour moi, j'ai trouvé McLaren minable tout le week-end. Minable. Au moins ça. Donc, alors là, franchement, waouh, minable. J'espère que s'il y en a qui pensent la même chose que moi dans les commentaires, je suis inaudible. Non, mais ils sont champions du monde, vous allez me dire. Donc, je vous donne quelques exemples. Alors, des changements de pneus catastrophiques sur Piastri, des messages à la radio, tu vois, du style non mais c'est bon, et ouais, il a pas été très cool au démarrage. Alors le côté agressif en fait le paradoxe. On en parle tout à l'heure du côté agressif. Reste sur McLaren. Non mais c'est McLaren, c'est dans les commentaires, ils ont commencé la célébration alors qu'il était encore en train de faire les interviews. Je trouve sans Piastri, donc que Piastri est encore en train de faire l'interview. Ouais. Ils ont au moins montré leur jeu, ils sont pro Norris, et ce qui est logique. Le patron, c'est l'agent. Honnêtement, Laurent, sur la radio, en fait, en début de course, ils ont plutôt été faire. Enfin, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent d'autre? Tu veux que Norris rende la position? Je veux dire, en plus, il était plus rapide que Piastri. La FIA dit qu'il n'y a rien. Franchement, c'est juste racing, tu vois, c'est la course. Moi, je pense qu'ils ont plutôt bien géré en incitant Piastri à rester focus sur sa course. C'est plutôt bien géré, tu vois. La Rostand, je suis d'accord avec toi. Bon, c'est pas la première fois pour le coup.
Pour Piastri, oui. Que quand ça arrive pour Norris, on demande à Piastri de... Alors non, parce que c'est pas du tout la même chose, ça n'a rien changé, tu vois. Piastri était 5 secondes derrière, il est parti, enfin ça n'a rien changé à sa course, tu vois. Alors que Norris, ça a changé grandement la course à Monza, tu vois, donc c'est quand même différent. Fabrice. Non, j'étais en train d'appuyer ce que disaient les arguments de Guillaume. Hein. Et, de toute façon, Norris était devant déjà, donc il n'avait pas à rendre de place, comme c'était le cas dans le précédent Grand Prix. Hein. Allez, restons sur McLaren. Je me tourne vers Eric, qui connaît bien cette écurie pour l'avoir dirigée. Quelle est la recette du succès de McLaren aujourd'hui? Ce qui donne beaucoup d'espoir à plein d'écuries, dont une que connaît bien Guillaume. On n'a plus besoin d'être une écurie d'usine, entre guillemets, estampillée d'un constructeur pour gagner aujourd'hui. Alors, avec les budgets de cap, c'est un peu ce qui s'est passé. La grosse différence par rapport à l'époque où j'y étais, c'est que les budgets des Mercedes à l'époque où on pouvait considérer Red Bull comme un constructeur parce que ils avaient les mêmes moyens, mais les constructeurs en fait avaient le double voire le triple de budget des autres écuries. Aujourd'hui, on peut considérer que McLaren, d'ailleurs, on ne sait pas considérer, c'est que McLaren aujourd'hui a autant d'argent que Mercedes ou que Red Bull. Donc, ce sont des top teams. On voit un Williams aujourd'hui qui ne gagne pas encore d'argent, alors que les écuries comme McLaren ou Mercedes font des profits en centaines de millions. Donc, il y a encore des disparités malgré les plafonds. Et d'ailleurs, c'est assez surprenant puisqu'ils ont décidé de relever les plafonds. Mais voilà, c'est normal aujourd'hui qu'une écurie ait 10 clients comme McLaren, qui est au même niveau en termes de financement, d'investissement qu'un constructeur comme Mercedes, se batte à armes égales. On en parlera la semaine prochaine de cette annonce de la FIA de relever le budget de cap, ça va avoir un impact important dès 2026, donc on en parlera dans une émission spéciale la semaine prochaine. Au-delà, il y a une vraie stabilité, Laurent, qui s'est installée au sein de l'écurie McLaren. C'était une écurie qui était aussi financièrement en difficulté depuis quelques années. Là les choses se sont assainies. Hein. Oui, tu as le fonds souverain de Bahreïn, qui est un investisseur de... Alors c'est imprononçable. Bahreïn Mumtalakat Holding, voilà, compagnie. La BMHC, donc qui a pris possession de la totalité du capital de McLaren en mars de l'année dernière, si je m'abuse. Ouais. Donc, si tu veux, l'écurie, il n'y a plus vraiment de risque. Puis, ils ont fait des investissements majeurs, j'imagine, Eric, dans tout ce qui manquait et qui avait vieilli, à savoir le simulateur, à savoir la soufflerie. Et puis, ils n'ont pas beaucoup à dépenser dans le moteur. Hein. Ça, c'est une vraie source d'espoir pour Alpine l'année prochaine. Il n'y a pas que dépenser, c'est surtout ce sont des ressources en moins que tu as à manager. Il n'y a pas que le moteur, mais il faut manager les gens, il faut manager les budgets, il faut manager la finance, les investissements, les fournisseurs. Enfin, c'est un casse-tête, quoi. Là, en fait, t'achètes un moteur comme t'achèterais un téléphone et il arrive dans une boîte et il est prêt à monter dans la voiture quasiment, quoi, à quelques boulons près évidemment. Mais je veux dire, t'as pas vraiment de gestion là. Et donc effectivement, si tu peux te concentrer sur le reste de la voiture, ils ont fait beaucoup d'investissements, nouvelle soufflerie, si vous vous rappelez, il y a 3-4 ans. Ils ont en plus réexploité un peu, donc le bâtiment qui est magnifique, hein, mais qui n'est pas toujours très pratique. Ils ont réinvesti en fait les anciens locaux. Ils s'en servent comme showroom. Non, pas showroom. Ils s'en servent l'ancien locaux de McLaren en fait sont devenus maintenant le manufacture shop, donc avec les machines-outils. Donc voilà, donc ils ont optimisé en fait tout ce qu'ils avaient, l'emplacement. Ils sont vraiment en tout cas au top de ce qu'il fallait faire. Laurent, stabilité financière, stabilité sportive et stabilité managériale. Ouais, écoute, je sais pas, moi j'aimerais bien qu'on parle de Stella, hein, Andrea Stella. Bon, à ma connaissance, à un moment donné, quand il a été nommé, on avait l'impression que c'était presque de l'intérim. C'est vrai. Tu vois, en se disant, et le gars est plutôt solide. Et je crois que Eric le connaît bien, si je ne m'abuse. Donc moi, je veux bien un retour sur la personnalité du bonhomme. Est-ce que déjà à l'époque, on ressentait la force, le talent de ce gars? Parce que j'ai l'impression que il apporte une... Tu vois, Zak Brown, certains te disent qu'il a quand même un caractère pas facile, tu vois. C'est un gestionnaire, quand même. Ouais. Mais moi, je veux bien l'avis d'Eric là-dessus. Eric, c'est toi qui as fait venir Andrea Stella chez McLaren en même temps que Fernando Alonso, si je ne m'abuse. Ouais, alors c'était deux histoires différentes, mais effectivement, moi je connaissais un Stella de réputation dans le paddock. Il était sur ma shortlist en fait, et donc ça a été compliqué pour le faire venir. C'était pas lié à Alonso comme beaucoup le pensent d'ailleurs, parce que c'est quelqu'un qui est très, on va dire, qui aime bien la coordination.
Donc c'est quelqu'un qui est très bon dans la gestion humaine, dans la gestion des conflits, la gestion des égos, quelqu'un de très humble, très grosse expérience de la course, et c'était déjà sa grosse qualité quand il travaillait pour moi, parce que il était capable lui d'intervenir entre le département, tu vois, aérodynamique. D'ailleurs c'est pour ça que je l'avais nommé à l'époque Head of Performance, ça lui donnait un rôle transversal en fait. Et il était capable de parler au département aérodynamique, en même temps on parlait au designer de la boîte de vitesse et ainsi de suite pour que tout le monde se parle, et dès qu'il y avait des conflits, c'était lui qui apaisait les conflits en fait. Et on va voir que ça aura certainement son importance en fin de saison avec la tension qui monte, on va en parler dans un instant, entre Lando Norris et son compère australien Oscar Piastri. J'y suis arrivé. Mon coup de cœur, c'est pas mon top, je me fais plaisir. Hein, il a super performé ce week-end. Quoi qu'on pense, Monsieur Laurent Pantanach, c'est Fernando Alonso, bien sûr, malgré une Aston Martin, ça suffit. Peu fringante, le pilote espagnol a encore fait l'étalage de son talent ce week-end à Singapour. Meilleur temps en essai libre 1, c'est belle performance. Et puis il est encore parvenu à se hisser en Q3 et encore mis une rouste à son coéquipier. Hein. Et puis Lance Stroll, et puis belle course et beau départ qu'il avait dépassé Birman et Hadjar au départ. Et on croyait sa performance ruinée, gâchée par un interminable arrêt au stand en raison d'un écrou récalcitrant. Et il a réussi à remonter et à dépenser, à finir 8e voire 7e grâce à la pénalité justement obtenue face à Lewis Hamilton. La pénalité. Bref, moi j'ai vraiment hâte de le voir au volant d'une voiture dessinée par Adrian Newell l'année prochaine. J'ai hâte. Allez, on passe à vos flops et on enchaîne tout ça avec Guillaume qui va nous parler de Fernando, justement. Oui, non, alors, ça peut paraître un peu surprenant, mais j'ai absolument rien à reprocher à Fernando Alonso. Toi aussi, tu as d'opposition sur certains sujets. Hein. Sur la piste. Ouais, non, je l'ai trouvé. Comme tu l'as dit, il était talentueux sur la piste, mais il n'a pas été très. Il n'a pas été à la hauteur de son talent en dehors de la piste, notamment dans ses paroles. Alors moi, je conteste pas ce qu'il a dit sur les freins d'Hamilton. Moi, c'est un peu plus tôt dans la course. Tu rappelles, ouais. Ce qu'il a dit sur le pauvre Isaac Hadjar, qui avait un problème de moteur. Et en fait, Hadjar, il fait juste sa course. Donc en fait, il défend parce que c'est quand même un pilote de Formule 1. Et Alonso, il est depuis plus de 20 ans et il devrait le savoir. Il défend en fait sa position. Et bon, il met quelques virages, il est un peu dur, mais c'est juste la course en fait. C'est pas un retardataire, quoi. Et Alonso, en fait, quand il le double, il a cette amabilité à la radio, trophy for the hero of the race, quoi. Enfin, en gros, il se fout de la gueule d'Hadjar. C'est pas le bon message, c'est le suivant le message. En disant, voilà, en gros, il faut remettre le trophée du héros de la course à Hadjar, juste parce qu'il a été il fallait quoi? Il fallait juste s'écarter parce que monsieur Fernando Alonso passe derrière lui. Non, je suis pas d'accord. Et c'est pas un bon exemple pour les rookies. C'est un rookie. On doit se battre. C'est de la Formule 1, en fait. Et franchement, j'ai pas du tout aimé ça. Et c'est pour cette raison-là. Dès qu'il a dit ça, j'ai dit, ok, demain ce sera mon flop. Laurent, tu abondes. Je suis d'accord avec Guillaume, une fois n'est pas coutume. Est-ce que les Ferraris soutiennent leur ancien pilote Alonso? Attends, Eric avec... Eric, tu voulais dire quelque chose, pardon. Non, juste un truc, Guillaume, tu m'as fait sourire parce que dès le karting, en fait, on apprend aux gamins à s'imposer justement, à faire en sorte que, si tu veux, quand tu arrives derrière un compétiteur, quand il sait que tu es derrière, tu vas pas forcément lui fermer la porte. Donc c'est un peu le conflit qu'il y a eu entre Russell et Max, par exemple. Et je pense que Fernando, qui a passé maintenant plus de 20 ans en F1, se retrouve face à une génération de pilotes qui effectivement ne le respecte plus. Voilà, non, c'est une histoire de marquer son territoire, tout simplement. Il a quand même quelques années. C'est exactement ça. L'autre conflit, c'était l'autre objet polémique. Oui, j'étale la polémique malgré que ce soit mon chouchou, Alonso. C'était la petite brève alerte qu'on a vu passer, si on veut la repasser en régie, l'alerte le signal vocal d'Alonso qui s'est vraiment très énervé. On l'a pas vu en direct puisque ça a été retransmis après le Grand Prix parce qu'il revenait très fort sur Hamilton qui avait des gros problèmes de frein et il s'indignait à la radio. Il revenait pas du tout. En fait, c'est Hamilton qui perdait. Monsieur Pantanach. Il s'indignait à la radio que Lewis ne soit pas pénalisé parce qu'il avait pris il avait coupé des virages et que c'était selon lui dangereux. Tu n'abondes pas dans ce sens, mon cher Laurent? Alors, je pense qu'il a raison sur le fond. C'est juste la forme avec laquelle il le dit qui est minable.
qui est indigne d'un champion du monde, qui est double. Et c'est juste. Et tu vois, il a répété mais 10 fois les mêmes. Dans la phrase, il a répété, je crois, 6 ou 7 fois les mêmes mots. Tu vois, je veux dire, c'est vraiment pour que, tu vois, je veux dire, il était en train de passer un coup de fil à la FIA en disant, les gars, il est allé lui chercher tout ce qu'il avait fait. Oui, hier il a pas fait ça, avant-hier il a pas fait ça, la semaine dernière il a pas fait ça. Tu vois, je veux dire, enfin, mec, arrête quoi. Tu vois, je veux dire, tu es le plus âgé, tu es censé être le plus. Les tifosi, votre avis sur le coup de gueule d'Alonso? On peut penser qu'en fin de Grand Prix, on a une petite poussée d'adrénaline qui peut aussi expliquer ça. Et puis il y a quand même un contentieux depuis des années entre Lewis et Fernando quand même. Faut pas l'oublier. Oui, je ne sais pas si c'est spécifique à Alonso ce type de comportement. On l'a vu à de nombreuses reprises sur d'autres pilotes. Voilà, et chez Russell notamment. Donc j'ai l'impression que c'est devenu d'usage que d'essayer d'influencer les décisions de la FIA. Donc voilà, moi j'aime pas trop ce type de comportement, qui soit en plus émanant d'un ex-champion du monde. Ouais, je trouve ça très moyen. Alain ? Pas de commentaire. Pas de commentaire. Eric, est-ce que tu peux voler au secours de mon Alondisto favori, s'il te plaît? Ben non, parce que c'est fait partie des personnalités. En fait, aujourd'hui, effectivement, ils font passer des messages à travers les radios, donc pour essayer d'influencer les stewards. Parce que tu sais, quand tu es steward, tu reçois plein de notifications pendant la course, mais quand on a une qui revient 3-4 fois, il y a un moment, tu prêtes attention. Donc ça fait partie de la personnalité de ces pilotes-là, voilà. Très bien. On a compris. Eric, ton flop cette semaine? Moi, c'était la course en fait. En général, Singapour, on a vu des courses plus excitantes et voilà, j'ai pas trouvé plutôt chiante même pour dire ce qu'il est. Donc voilà. On est tous d'accord, les amis. Allez, un petit peu Alain, on t'a pas beaucoup étendu. Latifi revient. Alain, c'est vrai que voilà, sans Ferrari avait besoin d'un coup de Trafalgar, il n'est pas venu, pas de voiture de sécurité. Oui, mais même s'il y avait une voiture de sécurité, ça n'aurait rien changé. On va commencer par ça. On dessert le frein à main, monsieur Di Duca, allez. Non. Mais voilà, je suis d'accord avec Eric. Et ceci dit, la plupart des courses deviennent chiantes, quoi. Je crois qu'on est en bout de règlement. Alors, il y a un côté positif, c'est que vraiment la grille, ça s'est resserré extrêmement fort. Je ne sais pas s'il y a déjà eu ça dans les 10-15 dernières années à ce point-là. Moi, je ne me souviens pas. 2012. Ouais, donc 15 ans. Non, mais c'est bien. Hein, ça fait. Ouais. On progresse. Mais donc voilà, on est loin du. Et donc ça, a priori, c'est passionnant. Ce qui fait que en milieu de grille, ça se secoue à chaque fois, ça change tout le temps. Mais là, on touche la limite. C'est que les teams sont presque tous ultra parfaits. Il y a peu de casses. Il y a peu d'erreurs stratégiques, ou en tout cas, il n'y a jamais de stratégie totalement décalée, etc. Ce qui fait que c'est devenu un... Voilà. On parle de Ferrari, là. À part chez Ferrari, en fait. Ferrari, le seul point positif du week-end, c'est Ferrari sur ce sujet. Oui, bon, ils ont... Oui, mais attends. De communication... non, mais attends, même point positif, celui-là, n'importe qui l'aurait fait, hein, même un manche avec un cerveau avec 14 de QI. Donc là, franchement, faire rentrer Lewis, c'était normal, quoi. Il ne l'aurait pas fait rentrer, et là je me serais encore vraiment plus fâché. Donc les cloches de l'église sont toujours en réflexion, et je crains fort que ce ne soit jusqu'à la fin de la saison, parce que c'est la seule écurie qui ne fait pas un mieux à un Grand Prix. Là on voit Mercedes qui fait un coup, etc. Là non, on dirait qu'ils sont dans la panade complète, et donc là mon flop c'est vraiment Ferrari. Ouais. Et juste deux mots sur... Change your car, change your fucking car. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais non, pour la course, moi je suis pas trop d'accord avec le resserrement entre les équipes, parce que là pour le coup il y a quand même sur une course qui est quand même, enfin le tour est assez long à Singapour, et il y a eu pas mal de pilotes qui ont terminé à un tour. Donc il y a quand même eu des écarts. Moi je pense qu'il y a eu deux trucs en fait qui ont fait que la course a été chiante. Le premier truc, c'est qu'en fait tu peux pas dépasser à Singapour. Enfin, c'est hyper compliqué. Sauf pour Alonso. Et Kimi. Ouais, mais enfin, et rappelez-vous, à Bakou, c'était pareil en fait. Alors que tu te dis, c'est pas Monaco quand même, c'est un circuit urbain, mais c'est quand même pas Monaco. Et deuxième truc, il y a peu de safety car, quoi. Ni la pluie, il y a eu aucun élément externe en fait, comme à Bakou en fait, qui est venu un peu perturber le Grand Prix. Et du coup, on s'est retrouvé avec cette course un peu chiante d'attente, où en fait, quand tu étais plus rapide, tu pouvais pas passer, quoi, en fait. Donc, je pense qu'il faudrait faire un système aléatoire qui arrose la piste. Non. Mais franchement, Mario Kart, quoi. C'est ça, Mario Kart. Avec les pots de banane sur le circuit. Non, mais c'est nul. Ce Grand Prix était nul.
nul à chier. Tu veux pas passer en direct aussi, non? Non, mais vous savez, ce qui est marrant, c'est qu'on va attendre, en fait, si la FIA fait ça, je vais attendre les émissions où Laurent va critiquer la FIA, parce qu'il va nous dire, en fait, qu'ils ont sorti le jet d'eau au mauvais moment, au mauvais pilote. Allez, Laurent, tu enfonces le clou sur Ferrari avec ton flop. Non, hier, je me suis dit... tu vois, Ferrari était dans une situation pas bonne, enfin, tu vois, ni bonne ni mauvaise, quoi. Tu vois, c'était la 3e écurie ou le 4e écurie du plateau, et il risque de finir 4e d'ailleurs. Après avoir été second, à un moment donné, il y a une forte probabilité pour qu'ils finissent 4e. Et tu dis, ben finalement, la course était flinguée, quoi. Tu vois, ton week-end, il est pourri. Tu te dis, je tente un truc. Les gars, ils se disent, on tente les softs sur Hamilton, qui était un good call. Hein. En fin de Grand Prix. Ouais. Il aurait pu commencer tenter au départ aussi. Ils ont fait une remontada et il allait bouffer Antonelli, donc il finissait 5e. Tu vois, ce qui était pas mal. Ouais, finalement, je vais pas dire que tu sauvais le week-end, mais bon, tu vois, tu étais... Pour Lewis, c'est pas mal. Pour Lewis, c'était exceptionnel. Et en fait, tu te rends compte que, à un moment donné, tu vois la voiture qui perd et il n'y a plus de frein. Et tu te dis, mais même là, quoi, comment à ce niveau? C'est les choses qui arrivent, hein. Et après, il y a tout qui s'enchaîne. Donc, après, ça change rien, tu vois. Ça change rien à l'histoire que Ferrari est juste la 4e force, qui sont pas bons cette saison. C'est quoi le problème? C'est en qualif, ils passent trop loin. Si tu passes Antonelli, tu vois, ce que je veux dire, c'est le nombre de... rien dans... Enfin, est-ce que nos amis tifosi auraient été ravis que Hamilton finisse 5e? Faire de la 5e place, c'est pas possible. C'est quoi le problème, les tifosi? Ils partent de trop loin en qualif, 6-7e en qualif encore, à une demi-seconde, rappelons-le, comme ils sont loin, très loin de Russell. Je sais pas, si je connaissais le problème, j'appellerais directement Fred Vasseur. C'est parce que pour moi, c'est insupportable. Enfin, c'est le naufrage rouge, très honnêtement. 4e force du plateau, c'est pas possible, quoi. C'est 4e après Mercedes, quand on connaît les difficultés qu'avait Mercedes. Après Red Bull, mais bon, Red Bull, ça fait depuis peu de temps finalement qu'ils sont en difficulté, donc c'est pas sa place normale et légitime. Erreur de communication, j'ai noté ce week-end. Frein en surchauffe, les pilotes, j'ai vraiment le sentiment qu'ils en peuvent plus, les pauvres. Hein. Enfin, je vais même pas critiquer les pilotes, parce que ils font avec ce qu'ils peuvent, même si bon voilà, je suis pas un grand fan de Hamilton chez Ferrari pour autant. Voilà, et donc il faut vraiment tout reconstruire pour 2026, sinon en fait Ferrari ce sera plus qu'un souvenir. Mais c'est aussi on aura bien compris que c'était ton flop. C'est quoi le problème, Eric? Au-delà, on a vu également Leclerc se plaindre à la radio, mais c'était pas forcément en direct sur Canal. On lui a encore demandé de faire du lift and coast dans son appel radio. Il se plaint en disant mais j'arrête d'accélérer à 200 mètres avant le point de freinage. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est quoi le problème avec le lift and coast et Ferrari? Tu as une idée? Bah là, en l'occurrence, il y a un problème de consommation, effectivement. Donc, si tu fais du lift and coast, c'est parce que tu vas consommer trop et que tu vas pas pouvoir finir la course avec la quantité d'essence que tu as embarqué au départ, quoi. Donc, c'est une erreur de calcul au départ, tu penses? Je sais pas. Ça m'étonnerait quand même aujourd'hui avec les logiciels, si tu veux, et l'expérience qu'ils ont, qu'ils fassent encore des erreurs. Mais non, mais ça peut arriver par contre que c'est un moteur qui a une dérive, ou si c'est un problème aussi de traînée mécanique ou autre, par exemple, qui peut être lié à un souci de transmission et autres. Quelque chose qui fait que tu as plus de traînée que prévu, et du coup, ta consommation est plus élevée. Donc tu t'aperçois au bout d'un moment que tu pourras pas finir la course si tu fais pas du lift and coast. Ok. Tu penses qu'ils ont mis tous leurs œufs dans le panier pour 2026? Ça y est, c'est terminé, tu penses, pour cette année? Écoute, avec la petite expérience que j'ai en Formule 1, toutes les équipes sont sur 2026 depuis le mois de mars déjà. Hein. Première saison sans victoire, presque. Alain, il faut remonter à 2012 et l'année avec Fernando Alonso, la dernière année chez Ferrari, pour que la Scuderia ne s'impose pas lors d'une saison. Il reste 6 Grands Prix. Mais quand même, on s'inquiète. C'est toi qui dis on s'inquiète. Toi, tu en fais un... Oh, mais je te connais. Oui. Non, oui, c'est catastrophique. C'est la seule écurie qui jusqu'ici n'ait rien compris, enfin, à ce qui lui arrivait. On parle toujours de fenêtre d'utilisation des pneus. Ouais, alors prends la bonne fenêtre s'il y a ce problème-là. Ouais, de temps en temps, mais c'est tout le temps ce problème-là qui revient, donc non, je vois pas. Vite que cette saison soit finie et qu'on puisse remettre nos beaux habits rouges, parce que là, ça commence à... commence à fatiguer. 2026 est aussi difficile. Fred Vasseur va quand même être en difficulté, hein, je pense, pour rester à son poste.
Oui, il a signé sur plusieurs années, Fred, et je lui souhaite de rester. Il va s'en sortir. On peut pas lui taper dessus tous les ans parce que ça marche pas. Au bout de 2 ans seulement, il a fallu plusieurs années et l'immense talent de Jean Todt pour que ça marche. Donc il faut attendre un peu. Il faut lui laisser lui le temps de remettre ça en place parce que c'est à l'image de nos 2 compères, c'est compliqué là chez Ferrari, très 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 compliqué. Et après, je voulais juste te dire, Olivier, il faudra quand même que tu regardes dans les archives on refait la F1, parce que je pense que Alain qui dit vivement l'année prochaine, je pense qu'on l'a déjà eu plusieurs fois. Et il disparaît chaque année. Alors, si tu lances des pics toi aussi. Hein. Oui, la vengeance est un plat qui se mange. Et chez les 2 pilotes, il y a un spleen, il y a un peu un spleen. Leclerc, il en a vraiment ras-le-bol. Hamilton, il n'est jamais vraiment entré dans sa saison. Et en fait, il n'y a pas une bonne vibe en fait chez Ferrari aujourd'hui. Il n'y a pas de bonne vibe également du côté de Red Bull et Yuki Tsunoda. Moi, je n'y comprends plus rien. On pensait qu'il y avait du mieux, qu'il s'adaptait à la voiture, qu'il y avait moins de différence avec son coéquipier Max Verstappen. Et puis, patatras, il se classe 12e à un tour de Max. Un tour. Alors d'accord, il n'avait pas toutes les évolutions, mais il s'est qualifié 13e à 8/10 de son coéquipier. Ça sent pas bon pour la fin de la saison, ça sent bon pour Isaac Hadjar, en espérant qu'il ne faut pas souffrir des mêmes maux. Qu'est-ce que ça donne au classement du championnat? Sans surprise, Oscar Piastri conserve la tête du championnat avec 336 points. Lando Norris est second et réduit un petit peu l'écart avec 314 points, mais reste encore à 22 points de son coéquipier. Avec sa seconde place, Max Verstappen sur sa Red Bull conforte sa 3e place avec 273 points. George Russell demeure 4e sur Mercedes avec 237 points. Premier pilote Ferrari, Charles Leclerc, 5e du championnat avec 173 points, suivi de son coéquipier Lewis Hamilton, 125 points. 7e, le rookie Kimi Antonelli fait un bon au classement avec 88 points et creuse l'écart avec Alex Albon sur Williams avec 70 points. Premier français, c'est toujours Isaac Hadjar qui est 9e, devant Nico Hülkenberg sur sa Sauber. Côté français, encore Esteban Ocon demeure à la 15e place, devant Pierre Gasly, 16e, ça fait loin. Allez, au classement constructeur à présent, McLaren, on l'a noté, est sacré pour la seconde année consécutive champion du monde avec 650 points. Mercedes consolide sa seconde place, et ça fait mal à Ferrari, avec 325 points. Il dispose de 25 points d'avance sur Ferrari. Donc 25 points d'avance sur Ferrari, c'est énorme. Red Bull se rapproche de la Scuderia avec 290 points et ne compte plus que 10 points de retard sur Ferrari. L'écurie Williams conserve sa 5e place avec 102 points devant Racing Bull, 72 points. Aston Martin est 7e avec 66 points. Il reprend ses distances avec Kick Sauber, 55 points. As et Alpine clôture ce classement. Allez, on s'intéresse au duel et à la tension qui monte entre Norris et Piastri, pardon. C'est le principal fait de course de ce Grand Prix. C'est de plus en plus tendu entre les 2 pilotes McLaren après leur accrochage en début de course. Alors revenons sur cet incident, s'il vous voulez bien, qui a fait bouillir Piastri, qui s'est longuement plaint à la radio en demandant justice à son écurie. C'était, je crois, au second virage. Effectivement, Norris a donné un coup de roue. Est-ce qu'il est volontaire ou pas? Qu'en pensez-vous? On y revient puisque c'est le bon moment d'en parler. Guillaume, est-ce que c'est une action intentionnelle de d'après toi? Absolument pas. C'est pas du tout intentionnel. Norris prend un bon départ. Et du coup, c'est Antonelli, je crois, qui perd aussi des positions devant. Il se retrouve, il est un peu agressif en fait dans les premiers virages. Là, Norris, et il va essayer de prendre l'intérieur sur Piastri. Et il est bien placé à l'intérieur, il est au niveau de Piastri, voire peut-être même un peu devant. Et puis ce qui se passe, c'est que il glisse un petit peu, il est un petit peu en glisse et il vient toucher la roue de Piastri. Honnêtement, vu hors caméra de Piastri, c'est vraiment assez léger comme touchette. La caméra de Piastri amplifie et donc déforme peut-être un peu la réalité de l'accrochage. Pour moi, vraiment, il n'y a rien d'intentionnel. Il a fait sa course. Et c'est très bien, et bravo à Norris pour ça, et il fallait absolument rien faire, comme la FIA l'a bien fait remarquer. Laurent, tu penses que c'est intentionnel? On a bien vu qu'il a abîmé son aileron gauche, et Norris et Piastri étaient à droite, c'est qu'il a touché soit le mur, soit il a touché Max Verstappen, donc il y a eu une tentative d'évitement peut-être? Ouais, je pense que Piastri a pris un bon départ paradoxalement et qu'en fait il s'est fait coincer dans une position parce qu'il était sur la piste, il était d'une manière dans la mauvaise ligne. Et ouais. Donc en fait, c'est tout le problème, il est là. Il y a une ligne qui est avantagée
Et Norris, qui a pris un départ aussi relativement agressif, il arrive un peu fort dans cette vague d'élan et il est un peu bloqué et il tape. Donc ce que dit Piastri, c'est super de la part d'un coéquipier qui te rentre dedans, au moment du départ et en plus qui te dépasse, c'est super pour l'esprit d'équipe. Il joue son jeu, hein. Il a raison de rappeler. Et j'ai trouvé l'équipe un peu mollasse dans la réponse. Tu vois, voilà, c'est pour ça que je disais, je les ai trouvés un peu nuls. Moi, j'aurais trouvé Piastri un peu pleureur. Voilà. Oui, je le dis. Voilà. Plus qu'Alonso, non. C'est pas pareil. Difficile d'être pas pareil. Mais il a raison, hein, c'est le départ, il y a pas, il se fait rentrer dedans par son coéquipier. Encore une fois, il rentre dans un jeu où il essaye de faire que il passe fait son Calimero parce que il est en tête. Okay. Oui, mais il est en tête. Il a besoin. Il sait que le patron de l'écurie, c'est l'agent de son concurrent, hein, c'est-à-dire Norris. Tu crois que ça joue, franchement? Je pense que ça joue énormément. Bon, Toto n'était pas l'agent de Lewis Hamilton, hein, non, pourtant. Non. Mais c'était l'agent de Bottas. Je dis ça, je dis rien. Ouais, mais Toto, c'était l'agent d'Ocon. C'était l'agent de Ocon. Il a pas pris dans son écurie non plus. Hein, donc, tu vois, c'est pas ça. Là, ce que je dis, c'est la personnalité de Zak Brown. Tu vois, elle est. Alors, j'aimerais bien avoir l'avis d'Éric sur. Elle est normale, on la comprend, la frustration de Piastri, mais de là à s'attendre qu'on lui rende la place, il n'était pas devant, quoi. Donc, je comprends pas trop. Est-ce que tu penses au-delà, Éric, que c'est maintenant que McLaren est titré pour la seconde année consécutive, bravo à eux, ça va être la fin des Papaya Rules, c'est que vraiment, il n'y aura plus de règles à l'avenir? Alors si des règles, il va y en avoir, ils vont garder les règles, ils vont essayer de tenir les Papaya Rules justement le plus longtemps possible, mais ça va être compliqué là, parce que le championnat constructeur, c'est celui qui rapporte de l'argent, donc maintenant que c'est fait, ça va être un peu la guerre entre les deux pilotes, effectivement. Et dans le cas de ce week-end, on a un Norris qui prend un bon départ, un peu agressif, effectivement. Il y a un moment, tu t'as même pas un dixième de seconde pour prendre une décision, tu freines trop tôt, un dixième, tu laisses passer ton équipier ou pas, tu laisses pas passer, ils sont allés au contact parce qu'il a pas voulu, personne n'a voulu lâcher, ni l'un ni l'autre. Donc pour moi, il n'y avait pas vraiment action. Après, c'est vrai que la réaction de l'équipe, on devine quand même qu'il y a toujours une petite préférence norrisienne, hein, pour pas mettre d'huile sur le feu, mais parce qu'il est dans l'écurie depuis longtemps, parce qu'il est anglais, parce que plein de choses. Mais voilà, donc Piastri, c'est un peu aussi sa frustration à la radio. C'est pas qu'il fait la pleureuse, c'est que l'histoire de laisser passer Norris à cause de l'erreur de l'équipe dans les pit stops de la dernière fois, ça a dû faire un peu de dégâts, voilà, dans la relation entre les pilotes. Alors il reste maintenant que le titre est fait, ça va être et puis on le vit pas au quotidien, mais effectivement quand tu es pilote et que tu vis dans une écurie avec des centaines de personnes autour de toi qui ont une préférence pour l'autre parce que c'est comme ça, c'est chacun choisit, c'est pas tous les jours évident, donc je pense qu'il y a une personnalité un peu plus attachante du côté Norris, un peu plus froide du côté Piastri, et donc du coup ton cœur balance. Donc comme je sais plus qui l'a dit, je crois que c'est Alain qui a dit qu'effectivement ils ont commencé les célébrations alors que Piastri faisait encore les interviews et ses obligations dans le pad de TV. C'est Laurent, en l'occurrence. Ou Laurent, pardon, mais c'est jamais facile à vivre, et je pense qu'il y a un petit peu de frustration, effectivement, on l'a vu à la radio, en tout cas du côté Piastri, quoi. Good job, solid, very solid. Est-ce que tu penses au-delà, est-ce que vous pensez, messieurs, que cet affrontement ce week-end va laisser des traces? Il reste encore 6 courses et 3 courses sprint. On voit bien que McLaren ne domine plus aussi facilement, même si les circuits étaient encore très typés ce week-end. On voit que la tension entre les pilotes McLaren s'affine de course en course. On voit que Mercedes, maintenant, a trouvé quelque chose sur des circuits assez différents. Donc on va voir, ils vont troubler également le jeu, ils peuvent revenir dans la course. Et puis il y a Max qui est encore dans la course. C'est quoi la bonne attitude? On garde les Papaya Rules si on les laisse, on joue la carte du spectacle, puisqu'après tout on est champion du monde. Olivier, oui. En tout cas, ce qui est sympa, c'est que le titre constructeur, c'est bon, c'est McLaren. On a 6 courses là où le jeu est encore très ouvert entre les deux pilotes McLaren et puis aussi Max. Donc ce qui va être sympa, c'est peut-être d'avoir des courses qui seront un peu plus passionnantes, avec un peu plus de risques peut-être des uns et des autres pour aller chercher le championnat du monde. Et mathématiquement, Russell peut encore être champion du monde. Ah, Russell aussi. Hein. Ouais, donc c'est mathématiquement, hein, mais ça va pas Leclerc. Plus Leclerc, je crois. Je crois qu'il manque 1 point ou 2 pour Leclerc. Il faudrait, parce qu'il y a peut-être une course sprint, non? Il y a 3 courses sprint et 6 courses. Ouais, donc je pense qu'il reste encore des points assez pour Leclerc, mais
Mais tu vois. Mais on l'a vu précédemment dans l'histoire de la Formule 1, au fur et à mesure qu'on s'approche de dernière course, la tension, on n'arrive pas à la contrôler. Alonso, Hamilton chez McLaren, Senna Prost chez McLaren, ou encore Mercedes. Verstappen, Hamilton en 2021. Oui, mais ça, c'est deux concurrents. Rosberg, Hamilton, c'était plutôt propre. Hamilton, le dernier Grand Prix à Bahreïn, c'était pas propre. C'était à Abu Dhabi. C'est à Abu Dhabi, c'était pas très propre. Ça va. Franchement, c'était pire en début de saison. Mais voilà, c'est quand même compliqué d'imposer des règles. Parce que des opportunités de champion du monde, tu le sais bien Eric, pour un pilote, il faut la saisir coûte que coûte. Hein. Ah bah c'est coûte que coûte, bien sûr. C'est l'opportunité que tu n'as pas tous les ans, même si tu as la meilleure voiture, tu peux ne pas l'avoir tous les ans. Donc quand tu as l'opportunité, là c'est all-in, hein, comme au poker. Donc tout est bon et au détriment des relations que tu peux avoir même avec ton équipe et même avec ton coéquipier. Moi, je mets une petite pièce que ça risque d'exploser dans les semaines et les courses qui viennent. Rendez-vous dans 15 jours au Texas, messieurs. C'est box. Je dois y aller, Olivier. Ouais, tu veux pas participer au quiz F1, on le sait bien. Merci, Eric. Ouais. À la semaine prochaine, on t'embrasse. Ciao. Salut. Et on passe donc au quiz F1. C'est la rubrique la plus redoutée de cette émission, un quiz F1. Alors j'espère qu'ils ont révisé, il n'y a pas de surprise. Hein. Un quiz F1 est toujours consacré au thème principal de l'émission ou au Grand Prix. Donc on va le consacrer aux pilotes qui ont brillé le plus sur le circuit de Marina à Singapour. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Main sur le volant, casque vissé, ceinture bouclée. Je suis un pilote ayant remporté le Grand Prix de Singapour. Premier indice. Je détiens le record du nombre de victoires à Singapour. Vettel. Waouh. La régie, comment ça va? Ah non, tu rigoles. On est tous les La régie, comment ça va? Ça va bien la régie? Parce que moi je suis perdu là. Ça va bien, ça va bien. Alors, ça a fusé de tous les côtés. Il me semble que j'ai entendu Fabrice, mais. Non, c'est moi, les gars. Non, mais tu nous as pas Fabrice, là. Tous les deux là. Non, rigolez. C'est la régie. C'est la régie. Le réalisateur a dit c'est Fabrice. Mais vous rigolez. Ah ouais, ouais. 4 points pour Fabrice. Mais oui, allez. Non, mais c'est comme ça. Hein. Allez. Donc 4 points pour Fabrice. Non, oui, mon premier succès sur ce circuit date de 2011 avec Red C'est Bull. le premier point. C'est bon. Mais non, mais on ne discute pas, on discute pas les commissaires de l'électricité de on production. Écoutera le. Je suis 10-3, j'ai aussi gagné ici avec Red Bull et Ferrari et je suis quadruple champion du monde. Il s'agit bien sûr de Sébastien Vettel. On y est arrivé. Allez, un autre pilote de F1, tu vas te refaire la pilule, la cerise, mon cher Guillaume, vainqueur à Singapour. Allez, premier indice. J'ai remporté le premier Grand Prix de Singapour. Alonso. La régie. Guillaume. Là, c'est Guillaume. On va pas pouvoir tricher. Merci les gars. Au moins, c'est bien, vous l'avouez. Là, ça m'apaise. Ah mais non. Oh là là. Good job. Sorry. Et quand tu te fais au moins, tu le sais. C'était en 2008 et j'ai également remporté le Grand Prix en 2010, décrié celui-là. Ma première victoire est décriée en raison du crash gate en effet et je suis double champion du monde. Le meilleur pilote du plateau, Fernando Alonso. Massa aurait été champion du monde. Hein. Hamilton aura un titre de moins quand même. On y reparlera de Massa. Une émission spéciale. Allez, question numéro 3. Je suis un pilote vainqueur à Singapour. Indice numéro 1. J'ai remporté la course à Singapour en 2022. Thérèse. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire contre le phénomène Guillaume Pommier? Moi, je ne sais pas. Ça fait combien en régie? Ça fait 8 points pour Guillaume, 4 points pour Fabrice. Ouais. Je suis un pilote Red Bull, effectivement, l'année où j'ai gagné. Je ne suis pas Daniel Ricciardo, je ne suis pas Max Verstappen. Donc, il ne reste plus que Sergio Pérez. À nouveau, un pilote de F1 qui a brillé, mais pas tout le temps, vous allez voir, à Singapour. Indice numéro 1, j'ai tout gagné. Hamilton. Tout gagné ou presque, mais pas encore à Singapour. Ah putain. Verstappen. Max Verstappen, retour de Laurent Pantanach. Je n'ai jamais réalisé de pole à Singapour non plus. Mon meilleur résultat sur le circuit est la 2e place encore ce week-end. Et je suis quadruple champion du monde, le grand Max Verstappen. Ça fait combien en régie? Ça fait toujours 8 pour Guillaume, 4 pour Laurent, 4 pour Fabrice. Ah oui, 4 manches. Ah d'accord. Fabrice, il faut revenir.
Cette fois-ci, il faut deviner une écurie qui est vainqueur sur le circuit de San Marina. Premier indice, je suis l'une des 2 écuries la plus titrée Mercedes. à Marina Bay avec 4 victoires et ce n'est pas Mercedes. Ferrari. Putain, Bonne réponse, Laurent Pantanage. Bravo. Ça donne quoi en régie? 8-8-4. 8-8-4, exactement. Par contre, t'as dit San Marina, c'est plutôt la Marina Bay, non? C'est Marina. Oui, bon, on m'avait compris. Ça va. Non, mais c'est pour pas qu'ils C'est prennent les son côté commentaires. Georges Russell Mais c'est pour qui pas qu'ils- ressort. c'est pour pas Incroyable. qu'ils prennent les commentaires sur l'émission, tu vois. Indice numéro 2, ma deuxième victoire remonte à 2023. Indice numéro 3, ma première victoire remonte à 2010. À mon volant, vainqueur, Alonso, évidemment. Ou encore Vettel. Ou Sainz, plus récemment. Oui. Allez, cette fois-ci, c'est un peu plus difficile. Je suis une particularité du circuit de Marina Bay. Indice numéro 1. Je suis de nuit. Bonne réponse. Ouais, mais de Laurent Montana. J'ai pensé aussi, mais tu vois, c'est chiant. Ah, mais ces questions-là, non, mauvais tu vois. joueur, hein, Mais c'est pas oui, possible. qu'est-ce qu'il est mauvais joueur. Non, il est incroyable. Piastri, En régie. Ouais. Non, on dirait Russell, c'est pire. Russell. En régie. Putain. La VAR est formelle, Guillaume est mauvais joueur. Voilà. Incroyable. Cette particularité arrange bien les pays européens, parce Ouais. qu'effectivement, c'est de nuit. Cette particularité évite aux pilotes de s'adapter au décalage horaire. Voilà, généralement, ils ne se recalent pas. Et cette particularité coûte cher en électricité aux organisateurs, puisque c'est de nuit. Et c'est le circuit de Singapour de nuit, vous l'aurez compris, et c'est une victoire Non, mais c'est de monsieur Laurent Montana. Du diable Vauvert. Hein. Oh, du diable Non, mais les Vauvert. hold-up, quoi. Hold-up, ouais. Franchement. Alors, allez, pour le plaisir, la question subsidiaire. Allez, il faut savoir perdre, hein, monsieur. Là, ça fait 2 fois la filée, ça va lui faire mal. Là. Non, c'est pas vrai, j'avais gagné. Allez. Oh là là. Alors, combien de fois, question subsidiaire, le Grand Prix de Singapour s'est-il couru de nuit depuis sa création en 2008? Combien de fois? 17. 17? Oui. 16. 14. Bon, je dis 15. Donc il y a 15 éditions? Il y a 15 éditions? Oui. Donc c'est 15. 15. C'est toutes les éditions ont été faites de nuit, donc c'est 15. Ah non, il y en a plus alors. Non, il y en a 15. Mais non, mais il n'y y a a pas eu eu les 2 ans. Ah oui, il y en a 2 ans, mais attends. Hein? Tout le temps, c'était un piège. Elles auraient toutes été courues de nuit. Voilà. Je sais. Ben voilà. Donc il y en a 15, dont 2 à cause du Covid, qui ont sauté. Voilà, donc c'est une victoire éclatante. Moi, je salue véritablement Laurent Pantanage qui a révisé, qui a travaillé. Voilà, la force du poignet pour revenir, car c'est difficile de s'imposer face au brillantissime. Disons-le, Guillaume Pommier, mais qui est parfois un petit peu mauvais perdant. Allez, on passe à la Minute Insta. Alors, Max Verstappen a encore prouvé ce week-end qu'il était l'un des meilleurs pilotes de tous les temps, capable de sublimer les performances de sa voiture, malgré qu'elle ne soit pas la meilleure du plateau, on le sait. On lui confierait une Twingo qu'il pourrait encore dominer les débats. Bah, chiche. Chasing down Charles Leclerc, he's been within DRS for a while now, and there is the first offensive move for Max Verstappen. Verstappen versus Norris for second. Renault de retour en F1 ? Non, je rigole. Ce week-end, l'événement en matière de course automobile, c'est aussi le GP Explorer au Mans, dont le succès va crescendo d'année en année et dont la F1 ferait bien de s'en inspirer. On regarde. Hervé, ton petit frère est fan de Squeezie. Incroyable, Laurent, le succès du GP Explorer encore ce week-end. Plus d'1,5 million de personnes connectées en direct sur Twitch. Diffusion sur France Télé, ce qui était plutôt sympa. Et puis surtout, c'est pas payant, donc tout le monde peut en profiter. Est-ce que tu penses que la F1 devrait s'en inspirer ? Alors, je ne sais pas si la F1 devrait s'en inspirer, mais la F1 devrait sponsoriser ou filer du budget pour le faire, parce que tous les jeunes ne parlent que de ça. Donc en fait, c'est une génération qui aurait pu être anti-voiture, anti-sport automobile, tu vois, avec le fait que tu brûles de l'essence, tout ça. Et moi, mon fils et tous ses potes, ils n'ont parlé de ça que tout le week-end, ils n'ont parlé que de ça. Donc je pense que c'est une façon de faire entrer le sport automobile dans, tu vois, c'est un sport comme un autre, qui n'est pas un sport hyper facile d'accès au départ. Ouais. Tu vois, je veux dire, c'est pas un sport, jouer au foot, tu joues au foot dans la cour de récréation, tu vois, jouer au volley, tu joues à l'école. Enfin, la Formule 1, tu vois, les gens ne disent pas, tiens, je vais faire du kart ce week-end, tout le monde y va, et du coup, tu as un lien au sport. Donc je trouve que c'est plutôt réussi. Moi, je trouve que on doit le remercier en tout cas de ça. Il monte une écurie de F4.
pour les gens qui n'auraient pas le moyen d'aller en Formule 1, en F4. Et donc, du coup, il va sponsoriser une écurie de F4. Et apparemment, il voudrait multiplier les GP Explorer, pas simplement une édition, mais faire un vrai championnat. Ça va être intéressant à suivre. Encore une fois, on lui souhaite le meilleur. Et pour consoler un petit peu nos tifosi qui sont regardez, ils sont en deuil. Il y a qui arrive 3e. Hein. C'est possible. Et pour consoler nos tifosi, donc je le répète, puisqu'ils sont un peu mornes, un peu en deuil, regardez. Savoir que Ferrari a gagné la semaine dernière en GT3 sur le circuit de Nürburgring avec un certain Franz Hermann, regardez, au volant d'une GT3 Ferrari. Son nom vous dira rien, mais vous allez reconnaître son visage, hein, regardez bien. On va y arriver. Bah, on ne le verra pas. Bah, c'était bien sûr Max Verstappen sur son pseudo. Voilà, il se prépare à son arrivée chez les tifosi. J'ai toujours dit qu'il fallait Max chez Ferrari. Et deuxième élément, Olivier, tu aurais pu parler quand même de Maya Veuc qui a gagné ce week-end sur la F1 Academy avec Ferrari. Alors, quand on va parler de la F1 Academy, on va attendre que Justine revienne. Plutôt que de nous parler de la... Pour faire une spéciale F1 Academy avec Justine. Donc, on garde ça pour un prochain épisode de Refait la F1. Voilà. Allez, place à vos pronos. Les pronos avec notre partenaire Winamax de cette émission. Vous savez, Winamax qui est fidèle depuis le début. Découvrez la double offre de bienvenue de notre partenaire Winamax qui donne à tous les nouveaux joueurs 2 bonus exceptionnels. Le bonus numéro 1, Winamax vous rembourse plutôt votre premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100 €. Et le bonus numéro 2, Winamax vous offre 10 € supplémentaires en cash avec le code promo ORLF1. Comment ça marche? C'est très simple. Vous déposez 100 € en saisissant le code ORLF1 pour profiter des 10 € supplémentaires. Vous placez votre premier pari et Winamax vous rembourse le montant de celui-ci s'il est perdant dans la limite de 100 €. Si vous le souhaitez vous inscrire, c'est très facile. Vous allez sur le site de Winamax et vous renseignez le code ORLF1 au moment de votre premier dépôt. Le lien est dans la description de cette vidéo, juste en dessous ou encore dans les commentaires de Apple Podcast. Attention, cette offre est réservée uniquement aux nouveaux joueurs. Je vous rappelle que c'est un jeu d'argent et qu'il est strictement interdit aux mineurs. Et je vous rappelle également que c'est un jeu et qu'il ne permet pas de s'enrichir et qu'il n'est pas une alternative au travail. Un grand merci à Winamax pour son soutien. Allez, retour de vos pronos la semaine dernière pour le Grand Prix de Singapour. Qui a eu la bonne pioche? On regarde. Piastri. Ah oui. Max Russell. Max. Piastri. Ah. Russell. Allez, Max. Lando, qui était bon l'année dernière, et puis Oscar. Voilà, pas de Ferrari, rien du tout. Plus de Ferrari. Les cloches ont arrêté de sonner. Moi, au risque de vous surprendre, je vais mettre Leclerc en... Oh, regarde. Quoi? Parce que Ferrari est historiquement performant à Singapour. Not this time. Et puis si une voiture rouge doit gagner, je vois quand même plus Leclerc qu'Hamilton. Et donc Leclerc vainqueur, Norris en deuxième et Verstappen troisième. Non, moi je vais mettre Max, Lando et Charles Leclerc en troisième. Je relève les copies dès la semaine prochaine. Bah, Laurent, hein, bon bref. Il faut que j'avoue quelque chose. J'avais dit Piastri, Russell, Norris. Ouais. Parce qu'on a fait 2 émissions et vous m'avez demandé est-ce que vous étiez prêt à changer, et j'avais changé en Piastri, Max, Russell. Donc c'est mauvais dans tous les deux cas. Non, dans les deux j'avais un bon. Il faut savoir mal placé. Il faut savoir qu'on peut parier sur le vainqueur avec Winamax, on peut parier sur le podium, on peut parier sur un placé. Ouais. Et là, on aurait trouvé au moins. En vrai, pour le coup, Russell il avait une belle cote, je pense avant. Ouais, ceux qui ont mis Russell avant, c'était pas évident. Allez, Laurent, on commence avec toi. Quels sont tes pronos pour le Grand Prix des États-Unis au Texas dans 15 jours? Allez. Alors. Mercedes sur sa lancée? Ouais. Non? Je vais dire Russell. Non, ils vont se battre. Attends, ils vont se battre. Il y a un enjeu. Non, je vais dire Piastri. Non. Je reprends. Donc, je mets Piastri, Max, Norris. Piastri, Max, Norris. Guillaume? Norris, Verstappen, Piastri. Pas de Mercedes? Non. Bon. Les tifosi. On commence avec Fabrice. Max, Norris, Piastri. C'est la première fois que je mets pas de Ferrari. Hein. Je note. Donc, Camille? Donc, je ne mets pas de Ferrari comme Pepone.
et je dis Oscar, Max et Lando. Et de mon côté, je mets Max, Lando et Russell. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de On refait la F1. On va parler de Christian Horner. Est-ce qu'il va rebondir dans une écurie? On va parler également des nouvelles règles et l'augmentation du budget cap avec Eric. En tout cas, c'est la fin de ce On refait la F1. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous donc lundi prochain. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner, bien sûr, à notre chaîne YouTube. C'est important. Abonnez-vous. On refait la F1 en cliquant sur le petit bouton. Clique, c'est vite fait. Et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce. Petit pouce, ça fait toujours plaisir. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Salut!